BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Deux invités avec nous jusqu'à 18h pour commenter ce qui fait l'actualité aujourd'hui sur les marchés financiers. Cyril Pichot-de-Cahu est à nos côtés, associé gérant d'Altimeo Asset Management. Bonjour Cyril. Bonjour Grégoire. Avec un tropisme particulier sur le M&A, Merger and Acquisition, puisque vous avez un fonds d'arbitrage de fusion, c'est comme ça qu'on le traduit en français, Merger Arb. Donc il y a beaucoup de choses à dire. J'ai parlé de Sanofi, mais il y a d'autres dossiers qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. Et François Jubin est à nos côtés également cet après-midi. François, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Wise Asset Management. Wise comme la sagesse, c'est ça Exactement. François, un peu de sagesse dans le monde de l'asset management. Vos premiers commentaires, François Jubin, je commence avec vous. Alors la petite histoire du jour, mais c'est quand même l'histoire la plus proche de nous, c'est le CAC 40, la bourse de Paris, qui marque un nouveau plus haut depuis 10 ans. Je sais pas, est-ce que c'est une nouvelle particulière? Est-ce que vous dites enfin le CAC 40, lui aussi, avance de record en record alors qu'on en bat sans arrêt sur le reste de la planète? Bien entendu. Ouais. Bien entendu, parce que ça fait très longtemps qu'on attend que les actions européennes, et le CAC 40 fait partie de cet univers-là, ça fait très longtemps qu'on attend que ces actions européennes rattrapent ce retard qu'elles ont marqué vis-à-vis des actions américaines, qui sont, elles également, de record en record. Et je crois qu'il y avait une stat très importante sur la tendance des marchés américains, qui était, on a une période la plus longue possible depuis un record qui a été battu de poursuite de progression sur les marchés américains, mais sur les marchés européens, le nombre de mois de marché haussier, c'est ça, le nombre d'années même, ça se compte en années. On n'a pas baissé plus de 5%. Voilà. Donc on a battu encore ce record-là aux États-Unis. Et puis nous, les Européens, qui avons des niveaux de marché, finalement des niveaux de valorisation beaucoup plus faibles, qui avons des indicateurs économiques qui aujourd'hui sont en haut du classement, bien on se dit, tout ça, on devrait quand même pouvoir en croquer un peu, quoi. Rattraper tout ça. Voilà. Et est-ce que dans cette histoire européenne, il y a une histoire particulière de la France, parce qu'on pourra alors commenter peut-être l'actualité politique en Europe, mais on va dire que la France a passé son étape électorale et du point de vue des marchés, en tout cas, ça s'est bien terminé. On parle d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Alors, il est à Toyota et puis dans quelques instants, quelques heures, il sera à Versailles. Il est en route vers Versailles, on imagine, pour recevoir 140 patrons de multinationales. Le discours qu'il va prononcer après-demain à Davos sera sans doute un des discours importants du Forum économique mondial. On va dire que sur la place internationale, la France retrouve un peu plus de médiatisation qu'il y a quelques temps. Est-ce que ça se retrouve dans le marché français en tant que tel aussi, François, ou pas du tout? Pas nécessairement dans le marché français en tant que tel, puisque le marché français est souvent représenté par le CAC 40, a cette particularité, c'est que c'est un marché qui est composé de grandes entreprises diversifiées dans leurs activités à l'international. Donc le tropisme français n'a pas un impact majeur sur le CAC 40 à proprement parler. Par contre, on l'a retrouvé sur les small caps. C'est-à-dire que les small caps qui ont, des chiffres d'affaires, des rayonnements qui sont plus locaux que ces grandes valeurs, ont effectivement profité de cette embellie. Mais l'effet Macron, en tout cas l'effet retour de la France sur quelque chose de stable, sur une ambiance plutôt favorable au business, bien cet effet France, me semble-t-il, est palpable au niveau européen. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe, qui était l'endroit où on cristallisait les risques, notamment les risques politiques, eh bien aujourd'hui l'Europe fait office d'un pôle de stabilité, de solidité. Quand bien même y aura-t-il le Brexit, eh bien on voit que la négociation qu'on nous avait promise sur le Brexit, avec chacun tirant dans son coin, eh bien finalement on s'aperçoit que les Européens de la zone euro arrivent à travailler de manière unifiée, en tout cas pour le moment. On verra, il y a peut-être une fenêtre de tir aussi franco-allemande. On pourra parler aussi de la partie allemande de l'Europe, parce que la locomotive, elle se joue à deux. Les deux pays, France-Allemagne, qui sont unis, on va dire, dans cette aventure européenne. Vos commentaires de marché, Cyril, qu'est-ce que vous retenez depuis le début de l'année, alors aux États-Unis, en Europe? Qu'est-ce qui vous a marqué là sur ce début d'année boursier? On a eu des marchés boursiers en très forte hausse. Le début d'année a commencé quand même en fanfare. C'est justifié ou pas?
Disons que c'est rapide, ça va vite. D'accord. Donc, on est toujours dans Ça, une c'est une logique manière de dire que vous avez été surpris, comme beaucoup, par l'ampleur, oui, tout à fait. par la vigueur du mouvement quand même depuis quelques semaines encore. Oui, très clairement. Après, on est toujours dans un marché de flux. Hein. C'est toujours, je veux dire, les actifs intéressants actuellement, c'est les actions par rapport à un certain nombre de facteurs. Les marchés, en effet, sont valorisés. On est une haute valorisation assez élevée, plus en effet aux États-Unis qu'en Europe. L'Europe est toujours pénalisée un peu par cette parité euro-dollar qui revient sans cesse sur le devant de la scène. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer jeudi avec Mario Draghi et la réunion de la BCE. Donc le CAC 40, oui, revient sur ses plus hauts, mais il a encore beaucoup de retard par rapport au marché américain. Après, on a un environnement, globalement, au niveau économique, au niveau mondial, au niveau économique, tout va bien. On a une croissance aux États-Unis qui est très bonne. On a des indicateurs économiques en nette amélioration en zone euro. Il va falloir surveiller l'inflation, évidemment, parce que la zone de risque, c'est un peu là qu'on la voit. C'est-à-dire que l'inflation, c'est un élément. Alors, il faut regarder le pétrole aussi qui peut jouer sur l'inflation. Le mauvais scénario serait que l'inflation monte un peu trop vite, un peu trop fort, évidemment, et contraindrait les banquiers centraux à accélérer le rythme de resserrement monétaire, parce que maintenant, on va commencer à rentrer dans le resserrement monétaire. On y est aux États-Unis, bien évidemment. On va bientôt y rentrer en Europe. Donc, c'est l'élément, en fait, clé qu'il va falloir surveiller. Mais globalement, les voyants sont au vert, avec la petite limite qu'il y a quand même un certain nombre, selon moi, un certain nombre d'aberrations dans les marchés dues à ce marché de flux. Si je prends un exemple, c'est par exemple les ETF. C'est les produits, trackers, les fonds indiciels qui permettent de répliquer les indices ou d'autres types de sous-jacents. Mais ça, ça a un côté malsain parce qu'on a eu beaucoup de flux de capitaux sur ces ETF. Pourquoi ? Parce que les frais de transaction, évidemment, sont réduits, parce que ça a un certain nombre d'avantages. En dehors du fait qu'il y a des ETF qui sont réplication physique, donc là, on détient les titres, tout va bien. Quand on a des ETF à réplication synthétique, on n'a pas les titres. Donc, si la contrepartie fait défaut, il y a tout de suite un problème. Et en fait, ça amplifie les mouvements. Et surtout, ce qui est un peu malsain, c'est que au sein même d'un indice ou d'un secteur, finalement, quand on achète l'ETF, on achète toutes les valeurs de l'ETF. Il peut y avoir des sociétés qui vont mieux performer que d'autres. Et en fait, donc, ça, c'est le côté, je trouve, un peu malsain de la chose. Par contre, ça crée des opportunités, et on commence à le voir dans les chiffres. Ça crée des opportunités au niveau des valeurs même, par définition, parce que une société qui va très bien performer va pas être mieux traitée qu'une société qui va moins bien performer, parce qu'elle est dans l'ETF, et il y a beaucoup de flux sur cette gestion passive, qu'on appelle la gestion passive. Bank of America publie des statistiques toutes les semaines par rapport au flux de capitaux sur les différents actifs et différentes stratégies, et c'est la première fois depuis 4 ans que la gestion active est en collecte positif d'argent. Première fois depuis 4 ans. Donc ça, c'est un bon signal pour nous qui sommes gérants, qui sommes aussi des stock pickers à sélectionner des valeurs. C'est quelque chose qui est positif. C'est le signe que c'est peut-être une configuration de marché un peu différente. Au-delà de la hausse qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant. Pour moi, l'année 2018 va être moins, ça va être moins un système de flux et ça va être plus une gestion de stock picker où il va falloir sélectionner les bonnes valeurs. Marché de flux, vous êtes d'accord avec ce constat, François Jubin ? Oui, évidemment. C'est une bonne nouvelle que ce soit un marché de flux et que ce soit une vague qui emporte tout sur son passage, ou est-ce que c'est quand même des séquences de marché pas si faciles que ça, pas si évidentes d'ailleurs à gérer ou à appréhender C'est une bonne nouvelle si on est dans le marché. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui y sont pas, c'est compliqué de rentrer. C'est compliqué de rentrer et surtout, c'est que il y a une fin à ça. Il y a une fin à ça. La vague à un moment se termine, quoi. La vague elle se termine à un moment. Alors aujourd'hui, on est porté par cette accélération économique. Donc les résultats des entreprises continuent de progresser, les chiffres d'affaires continuent de progresser, les marges sont bien orientées également. Donc tout ça, ça favorise de l'investissement vers les actions. Comme vous l'avez signalé, les ETF en ont largement profité. Donc tout le monde est allé finalement sans trop de discernement sur le marché et s'est mis à acheter. Donc tout ça c'est très bien. Sauf qu'on remarque depuis quelque temps que les niveaux de valorisation, c'est-à-dire le marqueur de la cherté finalement du marché, eh bien les niveaux de valorisation commencent à se tendre. Voilà, commencent à se tendre et le marché va plus vite que finalement les résultats ou les chiffres d'affaires. Le marché monte, mais le marché est de plus en plus cher en montant. Et le marché devient... Voilà.
Même si les bénéfices n'arrivent pas à suivre le rythme du marché. Voilà, Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais le marché va plus vite que les bénéfices, que la croissance des bénéfices des entreprises. Bon, des petits signaux, voilà, des petites limites, comme vous dites, voilà, dans un scénario qui reste un scénario de fond positif. On le voit encore aujourd'hui pour les marchés, même s'il y a un peu d'hésitation à New York, on sera sur place dans une demi-heure avec Sabrina, puisqu'on attend un nouveau vote sur le shutdown, en tout cas pour mettre fin à la paralysie de l'administration américaine et essayer de trouver un compromis sur une rallonge budgétaire, vote qui devait avoir lieu autour de 18h heure française, mais qui visiblement a été un peu décalé dans le temps. On verra comment ça se passe à Wall Street donc tout à l'heure. Et en Europe, on va terminer peut-être sur une note positive, on l'espère en tout cas, avec un CAC 40 qui aura marqué en séance un nouveau record depuis 10 ans, depuis janvier 2008. On se traite actuellement la bourse de Paris à 5534 points pour l'indice vedette. Une pause et on se retrouve avec nos invités dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. On poursuit notre tour d'horizon de l'actualité qui fait bouger ou non d'ailleurs les marchés financiers. C'est aussi intéressant de savoir pourquoi certains événements n'ont pas d'impact sur les marchés. Deux invités avec nous jusqu'à 18h, François Jubin, directeur général de Wise AM, et Cyril Pichot-de-Caillou, associé gérant d'Altimeo Asset Management. Shutdown, on vivra peut-être tout à l'heure, en début de soirée chez nous, le vote du Sénat américain pour tenter de mettre fin à la paralysie de l'administration américaine. Je parlais de ces événements qui n'ont pas d'impact de marché. Typiquement, c'en est un, François Jubin. Pour l'instant, on n'a rien vu. Ouais. Pour l'instant, on n'a rien vu. On a l'impression que c'est encore un jeu de négociation entre les républicains et les démocrates, avec Trump au milieu. Je disais encore un peu tôt pour avoir un avis définitif, mais visiblement, c'est pas quelque chose qui ennuie les marchés à cette date. La perspective des élections de mi-mandat en novembre prochain, ça joue beaucoup dans ce bras de fer-là. La situation de tension actuelle nous donne des indications un peu sur la tonalité de la campagne des élections de mi-mandat. Ce qui va être intéressant pour les élections de mi-mandat, c'est de voir l'impact que les réformes fiscales vont avoir sur le déficit budgétaire. Et là, je pense qu'on va revenir vraisemblablement dans une discussion un peu plus sérieuse. Là, on n'est pas sur les impacts budgétaires, on est sur des problématiques de politique de migration qui opposent les démocrates et Trump. Donc, pour l'instant, c'est pas le sujet. Vraisemblablement, l'année prochaine, on va sans doute rentrer, dans la deuxième partie de l'année, on pourra considérer cette fois les éléments budgétaires qui seront sans doute un sujet de préoccupation. C'est-à-dire que la partie réforme fiscale, c'était presque ce qu'il y avait de plus facile à faire, c'est ça, François Jubin? Le plus dur est à venir en matière d'équilibre financier. On va voir la réforme fiscale ayant été adoptée, et on va bien voir maintenant quelles sont les conséquences qu'on va avoir sur ces équilibres budgétaires. Ouais. Bon, alors sur la croissance et sur les équilibres budgétaires, sur la croissance, le FMI s'est fait une religion quand même, parce qu'ils ont relevé, alors à l'occasion de Davos cette semaine, le FMI, Fonds monétaire international, publie ses nouvelles prévisions. Alors ils relèvent toutes leurs prévisions 2018 pour Chine, Japon, Royaume-Uni. Royaume-Uni, ils confirment le niveau de croissance qu'ils avaient donné, mais relevé pour la France, l'Allemagne, la zone euro, les États-Unis et l'ensemble du monde. Et le FMI indique que sa révision à la hausse de 0,2 points pour la croissance mondiale s'explique pour près de la moitié par l'impact de la réforme fiscale américaine sur les États-Unis, mais sur l'ensemble des partenaires commerciaux américains. Ils ont une vision juste là, selon vous? L'argument est recevable ou Je me permettrai pas. Non. Voilà, mais la moitié. Le FMI, comme tout le monde, se trompe dans ses prévisions. Ils ont revu à la hausse, mais ils n'ont pas modifié substantiellement le scénario. Donc c'est sur la révision, la moitié provient de cette réforme fiscale. Ça veut dire que l'autre moitié provient d'une reprise synchrone où on voit finalement de par toutes les zones du monde le consommateur qui va mieux, l'investissement qui repart. Donc il y a une reprise synchrone qui s'enchaîne finalement et qui a des conséquences vertueuses. Voilà, j'ai changé le mot. Donc ça c'est effectivement pour la croissance. Et vous avez le sentiment que la réforme fiscale américaine va bénéficier au monde entier comme ça, même pour 0,1 point de croissance en plus? À l'échelle mondiale, c'est... Ils l'ont calculé. C'est le calcul du FMI qui s'est fait une conviction quand même. Ils ont pointé également la taille de l'endettement
qui progresse un peu partout. Juste une petite parenthèse, les économistes qui se sont exprimés à cette occasion, Shiller notamment, pointent sur des niveaux de valorisation qui leur semblent quand même très, très élevés sur les marchés actions. Donc, au regard du levier, vous voulez dire ça ? Au regard du levier d'une part, et au regard également au niveau des prix qu'ont atteint les actifs financiers par rapport aux bénéfices réalisés. Ouais. Oh, ils prennent même des indicateurs très macro, enfin je veux dire le niveau de valorisation des marchés par rapport au PIB mondial par exemple, on est déjà sur des niveaux de valorisation substantiels. Prix Nobel d'économie. Voilà, prix Nobel d'économie qui est connu pour ses travaux sur le PE ajusté du cycle économique et qui en faisant ses calculs, se dit non, il y a une accélération du prix qui n'est pas conforme à ce qu'on a regardé sur les bénéfices. Petite déconnexion donc entre les marchés financiers et l'économie réelle. Vos commentaires, Cyril. Alors le FMI qui se fait une religion sur l'impact de la réforme fiscale aux États-Unis. Est-ce que c'est un peu trop tôt ou est-ce qu'ils ont raison quand même de choisir ce camp-là, l'idée que la réforme fiscale profitera aux États-Unis en termes de croissance, mais aux partenaires commerciaux des Américains également. Et puis sur le shutdown, est-ce que c'est juste un épisode de plus, je sais pas, énième shutdown depuis une trentaine, quarantaine d'années aux États-Unis, ou est-ce que cette fois la situation est un peu différente parce que c'est Trump, parce qu'il est censé avoir la majorité dans les deux chambres? Alors, sur le premier point, déjà le FMI, c'est pareil, on va leur faire confiance, ils ont fait leurs calculs. Après, il faut bien comprendre qu'on est dans un monde interconnecté, toutes les économies sont connectées les unes aux autres, donc il est clair que si on stimule, entre guillemets, l'économie américaine via cette réforme fiscale, il est fort probable quand même qu'il y ait des impacts positifs sur les autres économies. Donc voilà. Après, comment quantifier, ça je dirais. C'était sur la philosophie, voilà. Oui, la philosophie, mais c'est quelque chose qui me choque pas dans l'esprit. Le deuxième point, c'est le shutdown. Oui, le shutdown. Bon, on en a vu un certain nombre dans le passé. Pour moi, il y a un point clé, c'est quelle est la durée de ce shutdown. Ouais. Si on reste sur quelques jours, il a été démontré par le passé que l'impact sur l'économie américaine est très très faible, et donc c'est pas un sujet en fait. Et que d'ailleurs les marchés, vous avez bien vu, les marchés n'ont pas l'air de s'inquiéter particulièrement de ce shutdown. Il est clair que si les choses traînent et si il n'y a pas le vote tout à l'heure et si les choses traînent un certain nombre de jours supplémentaires, là le stress pourrait commencer à monter. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'impact particulier sur l'euro-dollar aujourd'hui. On a eu plutôt des nouvelles un petit peu positives en Allemagne quand même, avec les discussions qui sont en place. Le shutdown qui est plutôt dollar un peu négatif. L'euro-dollar n'est pas en train de s'envoler aujourd'hui particulièrement. Donc je pense que les marchés relativisent beaucoup. C'est des choses qu'on a bien vues, mais c'est un jeu évidemment politique de négociation, sur les fameux Dreamers. C'est le sujet actuellement qui est en train d'être négocié. Donc pour laisser le shutdown passer, les démocrates demandent un effort sur un autre aspect. Mais c'est déjà en partie la tonalité des élections de mi-mandat qui se jouent aujourd'hui. Enfin, savoir qui va remporter la bataille de l'opinion. Est-ce que les démocrates réussiront à faire penser que ce sont les républicains qui sont arrivés à ce blocage? Ce qui est sûr, c'est qu'aucun des deux camps n'a envie de prendre la responsabilité de ce shutdown, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois au chômage technique pendant un certain nombre de jours. Tant que ça reste quelques jours, on va dire ça peut fonctionner. Donc personne ne veut prendre la responsabilité de ça. Donc personne n'a intérêt, chacun défend ses intérêts. Donc oui, c'est un peu le préalable en effet avec ces élections de mi-mandat. Je dirais, ça rentre là-dedans pour moi. Bon, vous vouliez commenter, François? Je voulais rebondir sur ce que disait Cyril tout à l'heure. C'est ce qui préoccupe aujourd'hui les marchés, c'est le risque inflationniste. C'est ça qu'on commence à voir pointer. Et la preuve, c'est il y a quelques indicateurs. On voit les taux qui ont remonté, les taux longs. Qui ont remonté aux États-Unis, mais également en zone euro. On voit que des secteurs qui sont sensibles au taux d'intérêt sont en retrait par rapport à la moyenne du marché. On pense aux utilities, donc les services publics, notamment aux États-Unis, tout ce qui est lié au real estate, donc l'immobilier, le foncier. Donc on voit ces secteurs-là qui sont en retrait, qui souffrent par rapport au marché, et ce sont précisément les problématiques liées au taux. Et donc au taux, c'est quoi? Le taux, c'est des anticipations sur l'inflation à venir. Est-ce que vous nous décrivez là, alors évidemment l'avenir nous le dira, mais votre conviction, c'est que c'est le début ou le redémarrage, c'est pas la première fois qu'on nous fait le scénario de reflation, mais c'est le redémarrage d'un mouvement qui va s'inscrire quand même dans le temps sur plusieurs mois, qui va marquer cette année 2018,
ou est-ce qu'il y a toujours le risque d'être dans des petites passades de marché? La réforme fiscale, avant qu'elle soit votée par Trump, je sais pas, on l'a acheté 50 fois sur les marchés. Hein. Alors, est-ce que cette fois c'est la bonne pour dire les choses clairement? Oui. Donc, alors déjà, regardons ce qui va se passer sur l'évolution des rémunérations aux États-Unis. Ouais. Donc, on a des statistiques mensuelles qui sont publiées. Ça sera vraisemblablement un indicateur à suivre, parce que l'inflation, vous savez, il y a les composantes qui sont volatiles, et puis la grosse crainte de l'inflation, c'est de rentrer dans une boucle prix-salaire. Les prix augmentent, donc les salaires doivent être revus à la hausse, parce que le marché du travail est tendu, donc les salariés demandent à avoir un peu plus de rémunération, ceci entraînant encore des prix à la hausse. Donc c'est ça qui peut gêner. Pour l'instant, c'est encore très tôt, mais on voit bien que la préoccupation du moment, chez les obligataires comme dans les marchés actions, on voit bien qu'il y a depuis un mois et demi des tendances qui se dessinent et qui ont l'air qui sont pas neutres, qui prennent forme, qui prennent forme. Voilà. Oui. Bon, c'est ce que vous disiez, Cyril, c'est un des grands enjeux. Voilà, on va parler de l'inflation tout au long de 2018. Enfin, qu'elle surprenne à la hausse ou à la baisse. Enfin, je veux dire, dans les deux cas, ce sera franchement, ce sera le sujet du marché. Ça va être un indicateur très important à suivre, en effet. C'est clair que. Ouais. Bon, les marchés qui vont gentiment terminer cette séance en Europe. Puisqu'on parlait du shutdown aux États-Unis, petit mot de ce qui s'est joué en Allemagne ce week-end. C'est quoi, une étape de plus vers on peut extrapoler vers la poursuite de la construction européenne de la zone euro. Oui, je pense. Peut déjà être affirmatif à ce stade ou faut voir. Bon, après, c'est des discussions compliquées qui sont longues, manifestement. Tout se fait pas très rapidement. Mais j'aurais tendance à dire que ça va quand même dans le bon sens, quoi. Vaut mieux ça que l'inverse, ce qui s'est passé ce week-end. Donc oui, c'est plutôt positif. Oui. Est-ce que ça offre une vraie chance pour le couple franco-allemand là? Parce que quand on fait les calculs, la fenêtre de tir pour prendre des vraies décisions politiques, elle est assez restreinte. Hein. Enfin, je veux dire, le cycle électoral, il revient très très vite. Oui, mais les Allemands nous ont habitués à être plutôt pragmatiques. Donc, lorsqu'il y avait des décisions importantes à prendre, ils savaient trouver le rythme. Donc, effectivement, on ne va pas dire que les difficultés qu'Angela Merkel a monter sa coalition sont une très très bonne nouvelle. Ce qu'on a, la sortie qu'on a en ce moment est plutôt dans le bon sens, mais ça va prendre du temps. Ça va. Est-ce que ça laisse une chance à l'agenda européen derrière? Parce que les élections européennes, ça va vite revenir aussi. Enfin, le calendrier électoral, il va très très vite se remettre en marche derrière. Ça prend du temps en Allemagne, en admettant qu'ils aboutissent d'ici Pâques ou au cours du mois de mars. Est-ce que derrière, il y a une vraie chance pour faire avancer l'agenda? Moi, je pense que la grande chance de l'agenda franco-allemand, c'est qu'en France, on est ouvert le champ de quelque chose qui soit très constructif avec l'Allemagne. Ouais. Donc cette chance, elle existe. Oui, bien sûr. Plus que jamais. Plus que jamais. On va suivre ça, événement là aussi qui a peu d'impact immédiat, en tout cas sur le marché. Le marché a pris acte de l'avancée des négociations en Allemagne, puisque ça y est, les délégués du SPD ont voté. Peut-être que les militants du SPD se prononceront sur un futur accord de coalition. Le SPD et CDU de CSU d'Angela Merkel qui vont alors non pas repartir de zéro. Il y a déjà un document exploratoire qui a été mis au point par les dirigeants des deux partis, mais on va dire qu'on rentre vraiment dans le dur aujourd'hui, dans la phase formelle de négociation en vue de former une coalition, et les grands stratèges nous disent que peut-être d'ici le mois de mars, d'ici Pâques, on aura un gouvernement en Allemagne. Le CAC 40 qui va terminer positivement cette séance après avoir marqué un plus haut, un nouveau record de 10 ans au cours de cette séance, et on va terminer sur notre meilleure clôture depuis janvier 2008. On suit ça dans un instant. Le CAC 40 à 5539 points actuellement. Fin de séance sur les marchés européens avec la clôture définitive du CAC 40 qui est attendue dans quelques secondes, minutes, avec un CAC qui aura franchi donc un nouveau plus haut, un nouveau sommet de 10 ans aujourd'hui en séance. On est monté jusqu'à plus de 5540 points précisément. Alors je précise, le CAC 40 bat un sommet de 10 ans
hors dividendes, parce que dividendes réinvestis, on est déjà sur des niveaux historiques. On a déjà franchi des records historiques de ce point de vue-là. Si on réinvestit les dividendes dans le CAC 40, il y a un indice d'ailleurs, CAC 40 Total Return, qui permet justement d'avoir cette indication. Un volume pas extraordinaire pour l'instant. On y verra un peu plus clair avec la clôture définitive dans quelques instants. Nos invités en plateau, évidemment, Cyril Pichot-de-Cailleux, associé gérant d'Altimeo Asset Management, François Jubin, directeur général de Wise AM, et par téléphone, on retrouve Michael Jacobi, responsable trading pour l'Europe continentale chez Oddo BHF. Michael, vos commentaires sur cette séance, on en parlait déjà avec vous tout à l'heure. Oui, on a marqué un nouveau sommet de 10 ans sur le CAC 40. C'est un petit événement parmi un flot de records permanents et quasi quotidiens sur l'ensemble de la planète finance. Absolument, et essentiellement concentré autour des indices aux États-Unis. Effectivement, l'année dernière déjà, on avait commencé à battre record sur record, et cela a bien évidemment continué. Alors là, effectivement, on retrace avec un peu de retard ce retard en fait qu'on a vu sur les bourses européennes et notamment françaises. Alors, est-ce que cela est un signal à court terme de vente? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a effectivement encore des projections assez raisonnables pour les trimestriels des sociétés à venir, dans un contexte de reprise économique européenne qui va probablement encore durer 6 à 12 mois au minimum. Donc vous entendez de mon ton, je suis assez positif sur les actions européennes. Et aujourd'hui, on voit bien une journée assez typique dans ce sens où on a un CAC 40 qui fait la fête des cycliques. Alors technique FMC en avant-plan qui performe aujourd'hui à plus 3,38%. Peugeot également à 2,92 dans le terrain positif. On a les bancaires tout autour de 2% dans le positif, où effectivement on attend des séquences de résultats plus élevées et notamment des coupes de coûts qui aideront justement un boost sur une surperformance des chiffres attendus à venir. Alors dans les chiffres un peu négatifs, ou dans les performeurs un peu négatifs aujourd'hui, il faut noter Sanofi notamment, qui aujourd'hui a donc annoncé son acquisition d'une biotech US BioVerative pour 11,6 milliards d'US dollars, qui se spécialise dans l'hémophilie. Alors, la performance négative boursière aujourd'hui de Sanofi à moins 3,30, visiblement la clôture sera autour de ce niveau-là, s'explique du fait que c'est un prix assez élevé pour un pipeline assez jeune. Hein. On a beaucoup de phase 1 dans les médicaments proposés par cette biotech, et donc la monétisation par Sanofi se fera seulement dans un deuxième temps. Donc à court terme, une réaction un peu en demi-teinte pour Sanofi, qui, on rappelle quand même, nous trouvons que c'est une bonne chose qu'elle ait fait cette acquisition à moyen terme. Ouais, effectivement. Il y a un vrai sujet de croissance externe chez Sanofi. Hein. C'est pas juste le plaisir de faire des acquisitions, mais c'est l'idée quand même de trouver des relais de croissance dans des thématiques de santé de demain qui seront génératrices de croissance. Donc l'hémophilie visiblement est une thématique qui intéresse Sanofi. Enfin, c'est même plus que visiblement. Bon, il y a toute la question de l'oncologie aussi, des nouvelles thérapies autour de l'oncologie. D'ailleurs, dans la santé, on a un autre deal. Hein. Ça se joue purement aux États-Unis cette fois, entre Celgene qui rachète Juno Therapeutics. Clôture du CAC 40. On va terminer donc sur une note positive avec un CAC qui aura marqué ce début de semaine, qui lui aussi bat ses records. Alors pas de record historique pour le CAC 40 calculé tel quel, hein, hors dividende, mais on marque un nouveau sommet de 10 ans depuis janvier 2008. On a réussi à franchir notre sommet de 2017. Alors de peu, hein, ça se joue à quelques points. Je suis pas sûr d'ailleurs que techniquement ça envoie un signal particulier, mais quand même symboliquement c'est assez fort. Un CAC 40 qui termine au plus haut depuis 10 ans, donc en séance et en clôture, 5541 points pour l'indice parisien qui progresse de 0,28% ce soir. Tendance positive sur l'ensemble des marchés européens, avec le marché espagnol qui s'est distingué aujourd'hui un peu plus que les autres, une hausse de 1% pour l'Ibex à Madrid. Le marché allemand, le DAX à Francfort, progresse de 0,2% et l'Eurostock 50 gagne 0,4% ce soir. Tendance un peu moins claire pour l'instant au Wall Street. On sera sur place au Nasdaq d'ici quelques minutes avec Sabrina, où l'on attend toujours un vote du Sénat pour tenter de mettre fin à la paralysie de l'administration américaine. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance.
On refait la séance et on reprend les points marquants du jour sur les marchés avec nos invités. François Jubin, DG de Wise AM, et Cyril Pichot-de-Cailleux, associé gérant d'Altimeo Asset Management. Cyril, je vous le disais tout à l'heure en vous accueillant, vous suivez particulièrement la thématique M&A, Merger and Acquisition, les fusions-acquisitions. Sanofi qui perd 3% sur le deal du jour, le rachat de la biotech américaine Bioverativ pour 11,6 milliards de dollars. C'est la plus grosse acquisition de Sanofi depuis Celgene en 2011 qui avait été payée 20 milliards. Pourquoi est-ce que Sanofi perd 3% aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut reprendre. En effet, c'est la plus grosse acquisition depuis 2011 de Genzyme. Ouais, c'est ça. J'ai dit quoi? Celgene. Ouh là là, oui, non, Celgene, c'est un autre rien à voir, mais qui fait une autre acquisition de voilà. Genzyme, bien sûr. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut reprendre un peu le passé, en fait. Sanofi, durant l'été 2016, un certain nombre d'auditeurs s'en rappellent sûrement, a lancé une bataille boursière assez épique sur Medivation. Donc, c'était dans les traitements sur le cancer. Voilà. Et donc, c'était intéressant parce que Sanofi avait d'abord approché de façon confidentielle, donc le board, le conseil d'administration de cette société, mais n'avait pas rendu public. Et étant donné que Medivation n'était pas satisfait du prix d'AF, ils avaient rendu public leur offre. Donc ils étaient allés un peu hostiles de façon publique. Et là, évidemment, ils se sont un peu mordus les doigts parce qu'il y a Pfizer qui est arrivé et qui était prêt à payer plus, nettement plus. Et finalement, ils ont perdu la bataille boursière. J'ai tendance à penser, les experts sectoriels, je ne suis pas un expert du secteur de la biotech, les experts ont l'air de dire que déjà, c'est pas forcément l'endroit où on les attendait, donc l'hémophilie. Ouais. Même si, pourquoi pas, c'est un marché manifestement de 10 milliards de dollars par an. Bioverativ fait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Donc pourquoi pas, j'aurais tendance à dire, même si c'est peut-être pas là qu'on les attendait. L'opération va être relutive sur les BNPA. Pourquoi? Parce que c'est financé en cash. Bénéfice net par action. Hein. Pardon, oui, le bénéfice net par action. Parce que c'est financé en cash. Le coût du cash est dérisoire, comme vous le savez, voire même négatif. Donc évidemment, c'est tout de suite sur le bénéfice net par action créateur de valeur. Par contre, ce qui se passe, c'est que mon sentiment, c'est que les experts aussi sectoriels ont tendance à dire que le prix d'acquisition paraît quand même en effet relativement élevé. Ouais. Et que ça serait quand même pour ça essentiellement que l'action Sanofi est sanctionnée en bourse. Si vous mettez à leur place, si vous connaissez l'épisode Medivation, donc l'été 2016, quand vous faites une opération de M&A, vous pouvez tenter évidemment d'acheter à un prix intéressant. Malin, ouais, c'est ça. Ouais. Jouer au plus malin, c'est exactement ça. Ouais. Je pense qu'ils ont été très échaudés à l'époque. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé et finalement c'était même pas très positif, même pour leur image et tout. De cette fait, souffler Medivation par Pfizer, ça les a marqués. Sûrement du fait qu'ils n'aient pas été assez généreux tout de suite. Voilà, dans leur approche. C'est la technique d'approche en fait M&A. Et donc là, on peut imaginer, en tout cas, qu'ils ont tout de suite proposé un prix, un full price, qu'on appelle un vrai prix avec une vraie prime significative, parce que la prime est de 64%. C'est vrai que ça paraît beaucoup. Bon, après, dans le secteur de la biotech, on voit souvent des grosses primes. Mais c'est quand même une grosse société, c'est pas une petite acquisition, c'est quasiment 12 milliards. Donc ils ont dû proposer un prix tout de suite extrêmement attractif pour sécuriser la cible de façon claire. Par rapport sûrement à leur échec de l'été 2016 sur Medivation, qui était un deal d'une taille à peu près similaire. Donc j'ai tendance à penser que ça doit être l'explication. Bon, ouais, très intéressant. Alors ils s'étaient fait shipper Medivation, ils avaient raté Actelion aussi. Actelion avec Johnson & Johnson, tout à fait. Donc c'était pas tendant. Ils avaient identifié les bonnes cibles, mais c'était surtout dans leur approche la financière, dans la technique. Voilà. Non mais on est vraiment dans la technique là. Enfin, je veux dire, en sachant qu'ils sont dans un secteur où il y a des géants qui sont beaucoup plus gros qu'eux d'ailleurs, qui ont du cash, qui ont besoin de l'utiliser, de se développer, et donc ils sont prêts à payer, quoi. Ça change le profil de Sanofi, cette acquisition, ou pas, Cyril? Je suis pas un expert de Sanofi, donc voilà, c'est un nouveau marché manifestement. Ils peuvent en faire d'autres. Visiblement, ils disent qu'ils peuvent en faire d'autres d'acquisitions de cette taille-là. En tout cas, ils en regardent un certain nombre. On le voit avec tout ce qui s'est passé, mais oui, ils peuvent sûrement en faire d'autres, quoi. Surtout avec le coût de l'argent actuellement. Bon, et c'est tout le problème un peu de ces gros labos pharmaceutiques, c'est de se renouveler parce que les brevets tombent dans le domaine public et donc faut trouver des relais de croissance sans cesse. Sur cette opération en tant que telle ou sur le thème de la santé, parce qu'il y a aussi Celgene qui rachète Juno Therapeutics. Là, on est alors en plus dans des trucs qui sont très à la mode dans la santé, mais enfin parce que c'est la santé de demain, les thérapies géniques appliquées dans le domaine du cancer. Donc ça, c'est la spécialité de Juno Therapeutics. Sanofi dans l'hémophilie. Le thème fusion-acquisition, comment vous regardez ça, François? C'est des moteurs importants pour le marché? C'est des secteurs qui vous intéressent particulièrement? Pas du tout? On imagine que on sait que le dynamisme des fusions-acquisitions intervient souvent lorsque les sociétés commencent à être riches, quand les dettes sont faciles, l'argent est disponible. Donc ça intervient dans
Je ne veux pas dire on est sur un cycle avancé du cycle boursier où on voit les fusions-acquisitions. Vous y voyez des excès ou pas, enfin, sans être un spécialiste non, des fusions-acquisitions, mais très honnêtement, ça ne rentre pas. Il n'y a pas de dossier où non. vous vous êtes dit là il part complètement. Très honnêtement, non. D'accord. Donc pour l'instant, cycle avancé, mais pas encore, qui nous prédit pas encore non, un excès. C'est pas là où on va se poser beaucoup de questions. D'accord avec ça. Alors vous, pour le coup, Cyril, qui suivez de plus près peut-être ces opérations de fusion-acquisition, dans la nature des deals, dans la manière dont on paye aussi les deals, on arrive à un cycle très avancé ou non, tout va bien. On est dans un cycle quand même relativement avancé, c'est notre sentiment. On peut regarder par exemple les multiples d'acquisition moyens, donc en multiples d'EBITDA, donc de l'excédent brut d'exploitation. On est en moyenne sur l'année 2017, donc qui vient de s'achever à 14 fois, alors qu'historiquement on était plutôt à 12 fois. Ça c'est tout secteur bien évidemment. Donc on est quand même sur des multiples d'acquisition très élevés par rapport au niveau historique. On a des volumes d'opérations de M&A encore très significatifs. L'année 2017 était quasiment flat par rapport à l'année 2016 qui était déjà une année record, et surtout il faut se rappeler que les années 2015 et 2016 ont bénéficié des fameux méga deals, vous savez, aux États-Unis, qui ont été avec la tax inversion, où il y a eu donc il y a eu moins de méga deals, mais il y a eu beaucoup d'acquisitions. Bon, ça reflète une chose, c'est ce que je dis toujours, quand on voit beaucoup d'opérations de fusion-acquisition, ça reflète quand même un certain degré de confiance des chefs d'entreprise pour justement se lancer dans ce type d'opération. Donc la confiance des chefs d'entreprise, elle est là, ça c'est clair. Après, c'est vrai qu'on dit, certains non, mais c'est vrai, ça peut se constater que souvent quand on a un boom M&A, ça peut correspondre à des pics de marché des actions. Voilà. Donc méfiance éventuellement, voilà. Ouais, la confiance, elle participe aussi de l'euphorie. Exactement. Voilà, je veux dire, voilà, la confiance, c'est bon en tant que tel. Ça peut être excessif, ça peut voilà. Mais comme vous dites, c'est avant tout un signe de confiance et des entreprises qui sont capables de se projeter quand même dans l'avenir. François Jubin. Ça nourrit l'action. Ça nourrit l'action. L'action au sens entreprendre. Oui, c'est ça. Sanofi, en tout cas, dans les dossiers M&A du jour. On pourra dire un mot après la pause aussi de Richemont, en maison mère de quartier, qui rachète intégralement Yoox Net-à-Porter, donc la distribution du luxe sur Internet ou de la mode. Et puis, il y a Celgene Juno Therapeutics à New York. D'ailleurs, on va reprendre la direction de New York pour vous retrouver, Sabrina, sur place. Oui, c'est vrai que la thématique fusion-acquisition, on en parle régulièrement avec vous. Il y a la politique avec le shutdown et puis les résultats d'entreprise. Tout ça nous donne des marchés américains positifs pour commencer la semaine. Sur des records même pour le S&P 500 et l'indice Nasdaq. Pourquoi pas, effectivement, avec cette actualité chargée. Le Nasdaq qui est à 7372 actuellement à la mi-séance, plus 0,5%. Le S&P 500 de son côté prend 0,3%, 2818 points. Quant au Nasdaq, on est à 26 083 points, quasi inchangé. Petite hausse pour le moment avec effectivement ce chapitre fusion-acquisition dans le secteur biotech, Celgene qui met la main sur Juno Therapeutics pour 9 milliards de dollars. On est à 87 $ en cash, ce qui fait bondir de nouveau le titre Juno qui avait déjà bien grimpé la semaine dernière sur des informations de presse concernant ce deal. Juno à 85,95 $. Vous en parlez bien sûr, Bioverativ qui grimpe de 61%, on s'aligne sur l'offre, pratiquement 103,56 $ avec ce deal, ce rachat par Sanofi pour 11,6 milliards de dollars. Dans l'assurance, AIG de son côté met la main sur le réassureur Validus pour 5,6 milliards de dollars pratiquement pour se renforcer dans l'assurance dommage. On est à 68 $ par titre AIG qui est en léger repli de 0,1%. Et puis Xerox également sur le devant de la scène. Xerox avec certains de ses actionnaires, Carl Icahn, Darwin Dyson qui détiennent à eux deux 15% du groupe Xerox, qui pousse à une vente selon le Wall Street Journal. Des résultats bien sûr également aujourd'hui avec Halliburton, des chiffres supérieurs aux attentes. Surtout ce soir après la clôture, grand rendez-vous à ne pas manquer bien sûr, Netflix qui prend un petit peu plus de 2% en attendant cette publication. Une valeur qui est un petit peu à l'écart aujourd'hui, c'est Twitter, avec pas mal d'interrogations sur ce que va faire Anthony Noto, le CFO de Twitter, et qui est en discussion, selon la presse américaine, avec la start-up Social Finance, SoFi, pour le poste de CEO. Or, selon la presse américaine, on sait que c'est l'ambition de Anthony Noto, prendre le rêne d'un groupe. Du coup, du côté de Twitter, avec son CEO qui est également impliqué avec la start-up Square, Jack Dorsey, bien sûr. On s'inquiète
un tout petit peu. Le titre donc à contre-courant dans une tendance positive sur ces marchés américains. Merci Sabrina, bonne fin de séance à vous. On vous retrouve de l'ouverture à la clôture. On vous retrouve donc tout à l'heure, ce soir 22h pour la clôture des marchés américains. Dans les grands résultats attendus, le début du secteur technologique avec les résultats de Netflix qui seront publiés ce soir après bourse. Nous, en Europe et à Paris, je vous rappelle, les marchés qui terminent sur une note positive ce soir. Le CAC 40 plus 0,28%, 5541 points. Clôture record depuis janvier 2008. Le CAC 40 en séance qui a marqué un nouveau sommet de 10 ans aujourd'hui. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Deux invités avec nous pendant quelques minutes encore. François Jubin, directeur général de Wise AM, et Cyril Pichot-de-Cailleux, associé gérant d'Altimeo Asset Management. Je vous rappelle la clôture à Paris et en Europe ce soir positive. Le CAC au plus haut depuis 10 ans. Nouveau sommet battu aujourd'hui. Nouveau sommet depuis janvier 2008, 5541 points. On a franchi de quelques points le record de 10 ans qu'on avait déjà marqué l'an passé. Le CAC qui termine en hausse de 0,28%. On n'a pas encore parlé de l'euro-dollar qui fait pourtant beaucoup parler. On en a parlé tout au long de 2017 et c'est pas dit qu'on n'en parle pas encore tout au long de 2018. François Jubin, l'euro-dollar relativement stable aujourd'hui, 1,2240 pour 1 euro, avec les mouvements récents qu'on a pu encore observer depuis le début de l'année, d'appréciation de l'euro, de faiblesse du dollar et la perspective de la réunion de la BCE de manière assez immédiate ce jeudi. Comment est-ce que vous regardez ce sujet euro-dollar et cette banque centrale ? C'est un sujet qui est majeur pour les investisseurs, y compris les investisseurs actions. On voit bien que ça a impacté les actions européennes depuis quelques temps. Et puis, on peut quand même noter que ceux qui nous prédisaient l'euro à la parité il y a moins d'un an, aujourd'hui, on les entend plus beaucoup. Donc si on les entend parce que tout le monde voyait l'euro à parité, donc tout le monde a changé de sens. Les mêmes nous disent, on les entend, mais ils nous disent des choses différentes. Mais bon, ça c'est tout le monde. Donc que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que la zone euro paraît aujourd'hui beaucoup plus forte qu'elle ne l'était auparavant. Et puis également sur l'aspect économique, et c'est là que la question se pose, c'est Mario Draghi va-t-il pouvoir continuer à avoir une politique monétaire accommodante alors que les indicateurs économiques sont au plus haut ? Et c'est ça la grande question. Et votre réponse, c'est non, il ne pourra pas tenir encore très longtemps. C'est ce que semble. On a l'impression quand même que le marché est en train de tester Draghi, Mario Draghi, en lui disant prend en compte que l'économie est en train d'accélérer et vous, à la BCE, vous êtes toujours dans une politique monétaire accommodante, même si vous avez communiqué sur la fin du quantitative easing en septembre, même si vous avez réduit les programmes d'achat. Comparé aux États-Unis, vous êtes toujours dans une situation accommodante. Est-ce qu'il peut résister longtemps, Mario Draghi, à cette pression du marché ? Parce que là, justement, on voit, c'est compliqué pour lui de lâcher tout de suite, ou en tout cas de dire au marché, bon bah oui, vous avez raison, on va monter. Moi, mon avis, c'est que tant que Mario Draghi n'aura pas modifié sa position, on aura, je pense, beaucoup d'intérêts qui vont toujours aller tester dans ce sens. Donc il faut une pression à la hausse sur l'euro tant que les choses ne seront pas plus claires du côté de la BCE. Les choses ne seront pas plus claires de la BCE. Donc paradoxalement, peut-être que un discours de Mario Draghi qui prendrait acte que la conjoncture est bien orientée, que la politique monétaire va s'orienter vers une sortie de sa politique accommodante, mais finalement, à court terme, aura peut-être encore un effet à la hausse sur l'euro, mais une fois passé cet aspect-là, eh bien, il ne nous restera plus rien pour espérer une nouvelle hausse sur l'euro. Une fois que l'incertitude est levée, que le chemin est balisé, timé... c'est de la fiction. C'est ça. La fiction, il y a des films de 2018 là devant nous. Il y a des écarts de taux qui sont quand même significatifs entre les États-Unis et la zone euro, qui à un moment donné devraient nous inciter pas mal d'investisseurs à aller chercher du rendement en dehors de la zone euro et donc en dollars. Bon, l'euro-dollar, toujours sur cette tendance, 1,22 $, 34 pour 1 euro. 1 minute 30, Cyril, je suis désolé, pour nous résumer
résumer le cas d'investissement Richemont, donc maison mère de quartier, le Suisse, qui semble vouloir racheter Yoox Net-à-Porter. On est dans la distribution alors de produits de luxe, de produits de mode, de tendance sur Internet. Ouais. Donc en effet, c'est intéressant parce que donc Richemont possède 25% des droits de vote de Yoox Net-à-Porter avant l'offre et 50% au niveau économique, si vous voulez, parce qu'il y a des actions qui n'ont pas de droit de vote. Donc c'est une offre finalement qui a quelque peu quand même surpris le marché, quoi qu'on en dise. Pourquoi ? La bonne explication, c'est qu'un tiers du flottant, donc le capital en bourse qui fait de Yoox Net-à-Porter, il y a des positions short dessus, donc des gens qui jouent la baisse. Pourquoi ? Parce que un certain nombre d'intervenants anticipaient plutôt que Richemont allait se désengager de Yoox Net-à-Porter, placer ses titres, et donc ça pourrait faire éventuellement plutôt baisser le titre. Et donc là, c'est un move en fait avec le digital, c'est-à-dire que Richemont décide d'aller sur Internet, de pouvoir. Alors, ça a des avantages parce que on peut peut-être mieux percevoir les habitudes d'achat de nos consommateurs finaux, on est plus en direct avec eux directement, on peut peut-être mieux gérer les inventaires. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc l'action Yoox Net-à-Porter, c'est quasiment aligné sur le prix d'offre, c'est coté à la bourse italienne. Un autre point qui est intéressant, et ça c'est un broker qui l'évoquait ce matin dans une note de recherche, évoquait la possibilité d'avoir une contre-offre, éventuellement une autre offre sur Yoox Net-à-Porter. Pourquoi ? Parce que Richemont n'a que 25% des droits de vote de cette société, donc ne décide pas forcément si c'est forcément eux qui vont pouvoir racheter cette société. Et ce broker parlait d'Amazon, qui pourrait être intéressé. Voilà, Amazon, on les connaît. Oui, allez-y, je vous en prie, Cyril, finissez. Non, mais donc c'est pas forcément c'est une probabilité qui nous paraît faible, mais on sait jamais. Alors le prix payé est relativement généreux sur Yoox Net-à-Porter, mais voilà, on parle d'Amazon à chaque fois qu'il y a des choses. Oui, voilà, j'allais dire pour conclure, soit c'est un broker qui a vraiment, alors pour le coup, de très bonnes informations sur ce que voudrait faire Amazon, soit c'est un broker qui manque un peu d'idées, parce qu'Amazon, on saura toutes les sauces dès qu'il y a. On est d'accord, on saura toutes les sauces. Mais après, c'est une vraie tendance, quoi. En tout cas, le fait que Richemont rachète donc si vous voulez l'aspect e-commerce pour pouvoir, mais c'est Prada l'a fait en Chine, Gucci l'a fait en Chine. Il y a aussi LVMH et j'ai vu et Dior Couture également qui ont créé des collaborations pour avoir des positionnements sur Internet et pouvoir faire du e-commerce sur Internet. Donc c'est vraiment une vraie tendance. Même le luxe s'y met. Il y a encore quelques années, c'était peut-être un des bastions qui s'opposait le plus à ce mode de distribution de leurs produits sur Internet. Aujourd'hui, visiblement, les tests sont validés parce que Yoox Net-à-Porter à l'époque, ça avait valeur de test pour Richemont et aujourd'hui, ils sont prêts à racheter l'ensemble Yoox Net-à-Porter. Demain, grande journée Carrefour, évidemment, avec la présentation du plan stratégique. On restera dans ces thématiques de distribution physique versus distribution numérique. Merci d'avoir été là ce soir. Nos deux invités du Club de la Bourse, François Jubin, Wise AM, Cyril Pichot de KE, Altimeo Asset Management. Bientôt 18h, on se retrouve demain dès 15h30 pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.